Imaginez la scène. Il est 3 heures du matin. Tout est silencieux, le monde dort, mais pas notre esprit. Au contraire, il s'emballe. C'est cette expérience, souvent frustrante, qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. C'est une question que, franchement, beaucoup de monde se pose. Ce moment un peu étrange où le silence de la nuit est complètement brisé par le bruit de nos propres pensées. Eh bien, c'est précisément le combat que mène la personne que l'on va suivre. Je réfléchis à plein de choses. J'extrapole, je ressasse. Ces mots, ils sont forts. Ce sont ceux d'Anne. Et ils décrivent à la perfection cette lutte, ce tourbillon de pensées qu'il a saisi en pleine nuit et qui semble impossible à arrêter. Alors voilà, faisons connaissance avec Anne. Son histoire est vraiment intéressante parce que ce n'est pas l'histoire de quelqu'un qui subit les choses passivement. Pas du tout. C'est une personne proactive qui est déjà bien engagée sur le chemin du mieux-être. Et c'est ça qui rend son problème nocturne encore plus complexe. Anne, elle n'est pas du genre à attendre que les solutions lui tombent dessus. Non. Jeune retraitée, elle s'est lancée dans des études de naturopathie. Pas pour en faire un métier, mais vraiment pour comprendre et appliquer ses connaissances à sa propre santé et à celle de ses proches. C'est une démarche très volontaire. Et quand on regarde ça, on pourrait se dire, mais avec une telle boîte à outils, le problème devrait être réglé, non ? Anne n'est pas une débutante. Méditation zazen, exercice physique, huiles essentielles, elle a déjà tout un arsenal bien-être. Et pourtant, malgré tout ça, il y a quelque chose qui coince, qui lui échappe. La solution à ses réveils nocturnes est ailleurs. Bon, allons maintenant voir le cœur du problème, parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de stress. On parle ici d'un schéma bien plus profond, d'une sensibilité émotionnelle qui a des conséquences très concrètes, très physiques, sur son corps et sur son sommeil. Alors, c'est quoi exactement l'hypersensibilité émotionnelle ? Pour faire simple, c'est une réactivité très très forte aux événements de la vie. Que ce soit une grande joie ou une grosse contrariété, l'émotion est vécue avec une telle intensité que, ça peut complètement nous déstabiliser. Et là, on voit parfaitement l'engrenage. C'est le cercle vicieux typique. Tout part de l'hypersensibilité qui, elle, déclenche la rumination mentale. Ce petit vélo dans la tête perturbe le sommeil, souvent entre 3 et 4 heures du matin. Et ce stress mental finit par se transformer en tension physique bien réelle, au niveau du plexus, du cou, de la tête, la totale. Anne, elle utilise une image très parlante pour décrire ce qu'elle ressent. Elle dit qu'elle a tendance à faire buvard, c'est-à-dire qu'elle absorbe, sans le vouloir, les émotions et les soucis de son entourage. Une vraie éponge émotionnelle. Et ça, bien sûr, ça ajoute un poids énorme à sa propre charge mentale. Et c'est là que les choses se compliquent. On arrive à un point absolument crucial dans le cas d'Anne, une contrainte qui va rendre sa recherche de solutions bien plus délicate et qui nous rappelle l'importance d'être vraiment responsable avec sa santé. Voilà tout le dilemme d'Anne. D'un côté, il y a cet espoir immense que représentent certaines plantes, comme l'ashwagandha, connue pour aider à gérer le stress. Et de l'autre, il y a un obstacle majeur, un vrai mur. Anne prend des traitements pour l'hypertension et le cholestérol. Le risque d'interaction est donc bien réel et il est élevé. Allez, c'est parti pour notre petite enquête sur les compléments alimentaires. Explorons ensemble quelques options populaires et voyons si elles sont pertinentes pour Anne, en gardant bien en tête sa situation médicale particulière. L'ashwagandha, on en entend parler partout en ce moment. Pas vrai ? C'est la plante adaptogène à la mode, celle qui est censée aider le corps à s'adapter au stress. Alors, est-ce que ça pourrait être la réponse miracle qu'Anne recherche ? Sur le papier, l'ashwagandha a tout pour plaire, ça aide pour le stress, pour l'énergie, pour le sommeil, mais, et c'est un mais énorme, attention, la prise de cette plante doit impérativement, et j'insiste, être validée par le médecin traitant. C'est absolument non négociable pour éviter une interaction dangereuse. Ok, donc l'ashwagandha, c'est compliqué. Et si on regardait une autre piste ? Le GABA. C'est un neurotransmetteur, une sorte de messager chimique dans notre cerveau qui joue un rôle clé pour nous aider à nous calmer. Est-ce que ce soit une option plus sûre ? Le GABA, en gros, son job, c'est de mettre le holà à l'hyperactivité de nos neurones. Ça favorise la détente, ça aide à trouver le sommeil, c'est super. Mais on va se répéter, le message de sécurité est exactement le même. Avec les traitements en cours, une consultation médicale est indispensable pour être sûr qu'il n'y a aucun risque. Bon, on a vu que les compléments puissants, c'est assez délicat dans ce cas précis. Alors, tournons-nous vers des outils peut-être plus doux, plus accessibles, qui travaillent directement sur la régulation de nos émotions. Regardons ce tableau, il est très parlant. Les fleurs de Bach, c'est une approche très fine. Prenons Red Chestnut par exemple. C'est pour les moments où on se fait beaucoup trop de soucis pour les autres. La fleur aide à cultiver une inquiétude plus calme, plus détachée. Walnut, le noyer, agit comme une sorte de bouclier émotionnel quand on se sent trop perméable. Et Agrimony. Ça, c'est pour quand on cache ses tourments derrière un sourire, pour aider à retrouver une vraie paix intérieure. Par contre, il y a un truc à savoir avec les fleurs de vache, et c'est vraiment la clé du succès, c'est la régularité. Ce n'est pas un cachet qu'on prend une fois et c'est réglé. Il faut suivre un rythme, au moins 4 prises par jour, pour que le corps intègre en douceur et durablement les informations de ces élixirs.
Passons à un autre outil, très puissant lui aussi, l'écriture. Et là, on a touché un point sensible. Anne était très réticente. Elle avait peur de ce qu'elle pourrait découvrir en écrivant. Et cette peur de se retrouver face à ses propres pensées, noir sur blanc, c'est quelque chose que beaucoup de gens partagent. En fait, il faut vraiment voir le journaling non pas comme un devoir scolaire, mais comme une soupape de décompression. C'est un moyen hyper efficace de sortir le brouhaha mental de sa tête et de le poser sur le papier. Ça crée de la distance, ça permet de se vider l'esprit avant d'aller dormir. Et c'est un acte de libération, peu importe si on jette les pages juste après. L'important, c'est l'acte d'écrire. Au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée la plus importante, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, pas de pilule magique. Le chemin vers un meilleur équilibre, c'est une approche globale, totalement personnalisée. Une approche qui doit mélanger une meilleure connaissance de soi, des outils de soutien doux comme l'écriture ou les fleurs, et surtout, toujours, un avis médical professionnel. Et on va finir là-dessus avec cette question qui est une invitation. L'histoire d'Anne, elle nous montre que le premier pas vers l'apaisement, c'est peut-être tout simplement d'avoir le courage de faire face à son propre monde intérieur. Alors, que se passe-t-il quand on ose enfin s'écouter vraiment ?